Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'invité de l'histoire. Ça fait toujours drôle de se répéter, mais c'est ainsi que s'intitule cette émission. C'est l'invité de l'histoire. On a un invité qui vient nous parler d'histoire, souvent historien ou simplement acteur ou personne qui a creusé un sujet. Et le sujet au menu de notre édition de ce soir est un sujet très passionnant, souvent abordé, mais souvent de manière anecdotique, ou alors par le biais de faits divers, des mallettes qui circulent entre la France et le continent. C'est plutôt cet aspect anecdotique. Mais aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui a abordé le sujet de manière scientifique, de manière stratégique, et en n'omettant pas de le mettre en perspective historique, et puis pour demain aussi. Vous l'avez déjà vu au-dessous de votre écran, 50 ans de France-Afrique, c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui et qui est porté par un invité de marque qui a écrit cet opus, Simon Tedga, le cinquantenaire français des indépendances africaines. Vous voyez bien, le jeu de mots, c'est finalement ce qu'on prétend être des indépendances, mais du point de vue de la France, avec comme point d'orgue la grande réunion sur les cinquantenaires des indépendances africaines qui a eu lieu à Paris, vous vous souvenez, en 2010, sous Nicolas Sarkozy. Donc, c'est de cela qu'on va parler tout au long de cette émission, comprendre cette France-Afrique. On a dit, pas de poncif, pas de cliché, mais quels sont ses ressorts? Pourquoi ce système perdure-t-il? Pourquoi avons-nous tant de mal à y mettre fin? Et quelles sont les alternatives, s'il y en a, qui s'offrent à l'Afrique? C'est ce qu'on va voir avec Simon Tedga, qui est consultant en stratégie de défense, essayiste, romancier aussi, et puis qui souvent, et c'est de bon augure, ils nous viennent du monde scientifique. Il est physicien, ce qui lui confère un certain regard, y compris sur la chose sociopolitique. Je vous présente mon invité tout de suite, Simon Tedga. Bonsoir. Bonsoir, Gabien Barga. Merci de m'avoir invité pour parler de l'Afrique. Je vous en prie. Vous ai-je bien présenté? Oui, vous m'avez bien présenté et je pense que je n'ai rien à ajouter. Je suis un Africain à Paris depuis très longtemps, quelqu'un qui est attaché à son continent et pas moins attaché à la France qu'il a accueillie et où il a pris pas mal d'armes pour faire sa vie. C'est votre livre que voici qui a inspiré cette émission et c'est en le lisant, quelque part en filigrane, que nous allons faire cette émission, en parcourant les grandes thématiques qu'il aborde, avec votre regard à vous, qui est souvent très profond et qui est nouveau aussi. C'est pour ça que je sens qu'on aura plaisir à vous entendre ce soir. Quelle est la trame de ce livre, pour parler rapidement? La trame de ce livre, c'est d'abord son objet. L'objet du livre, c'est de montrer que la relation entre la France et l'Afrique n'a pas toujours été une relation basée uniquement sur les États. Pour une fois, en 2009, parce que vous l'avez souligné tout à l'heure, la diaspora africaine s'est mêlée de cette affaire, de cette histoire, et elle a été invitée, après avoir demandé à la célébration du cinquantenaire des indépendances. J'ai voulu rapporter ce que j'ai vécu, et je peux vous dire que c'est très édifiant sur la relation qu'il y a entre la France et l'Afrique. Vous avez vécu comme acteur de cette diaspora, voilà. Et vous avez été parmi les initiateurs les plus actifs, justement, voilà, de ce cinquantenaire. Ce qui a même échappé au continent africain, ils ne savent pas que ce sont des élites d'ici qui ont mené à cette cérémonie. Voilà, exactement ce que vous dites est exactement ce que les gens doivent entendre, c'est-à-dire qu'en 2009, vous avez une association de la diaspora africaine en France qui décide, de par ses rapports avec le pouvoir, de demander que ce pouvoir organise la célébration du cinquantenaire des États africains. Donc, cette demande est adressée au président de l'époque, qui est donc M. Nicolas Sarkozy, qui accepte. Donc, cet accord a conduit donc à la préparation et à l'implication de cette association à laquelle je partenais. Et donc, j'ai été d'ailleurs président de la commission scientifique pour ce cinquantenaire. Donc, je suis à la fois quelqu'un qui est donc acteur de ce cinquantenaire, mais non moins quelqu'un qui l'analyse pour voir quels sont les rapports entre ce cinquantenaire
et les relations que l'Afrique et les États africains ont avec la France. Ce n'est pas votre premier livre. C'est mon 3e livre. Mes 2 premiers sont des romans. Une histoire afro-française, ça m'a beaucoup marqué. Une histoire afro-française, oui, ça c'était pour parler de l'identité. Et j'ai même commis, quelques années avant, même beaucoup plus que ça, en 2001, j'avais comme un étudiant à mi-temps pour raconter la vie d'un étudiant qui devait travailler pour faire ses études. Une histoire afro-française, c'est vrai que c'est l'identité, mais vous êtes un Camerounais qui est né dans la partie camerounaise qui a connu le feu, hein, avec l'armée française, la région de la Sanaga maritime, qui n'est pas seule, l'ouest du Cameroun aussi. Et vous racontez cette enfance-là, c'est tellement poignant. Pour ceux qui vous découvrent ce soir, ce livre-là vaut également le détour, tout comme celui-ci. On va faire une virgule. Merci. Et rentrer dans notre débat. C'est pas un débat. Dans votre exposé, je vais vous poser des questions, en espérant représenter un écho assez large de ceux qui nous regardent, pour que vous nous expliquiez ce que c'est ce système France-Afrique et pourquoi on a tant de mal à s'en défaire. Virgule. Simon Tedgar, nous voici au cœur du débat. On dit 50 ans de France-Afrique, peut-être faudrait-il commencer même par inverser ce que nous avions imaginé pour le début de cette émission. Il me semble qu'on doit définir déjà ce que c'est la France-Afrique. Bah, moi, la France-Afrique, j'ai pris du temps à regarder de façon fine ce que c'était, donc à la théoriser en quelque sorte. Donc à essayer de trouver comment on peut, d'un seul coup, voir la Centrafrique. Donc c'est la modélisation en quelque sorte que j'essaie de faire de cette relation particulière qui fait qu'un État qui s'appelle la France est en relation avec 14 États d'un autre continent depuis 50 ans. Donc, pour moi... Et même plus, comme dirait Sankara. Et même plus, quand on regarde l'histoire coloniale. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est cette relation maintenant. Alors, c'est quoi la France-Afrique? Pour moi, c'est un système qui met en jeu un État, je l'ai cité, la France, et 14 autres États. Dans ce système, vous avez donc un pilier vertical, qui est donc la France, et l'autre pilier horizontal, donc couché, qui est l'ensemble des États, qui est l'ensemble des États de l'Afrique subsaharienne, francophone. Nous avons un graphique que vous nous avez proposé d'ailleurs, et qui explique de manière visuelle toute cette théorie-là. Expliquez-nous le graphique. Voilà, très bien. Donc, c'est ce que je disais, ça illustre très bien les propos que je viens de tenir. Vous voyez donc devant vous 2 piliers, donc 2 axes en quelque sorte. Vous avez donc un axe vertical qui représente la France, c'est-à-dire la domination. Vous avez un axe horizontal ou couché qui représente donc l'ensemble des États qui sont en relation avec la France. Alors, ce système orthogonal, ça veut dire qu'en fait, c'est un système qui est quasiment improductif pour la partie qui est en bas. Vous avez également un arc que vous voyez qui part de l'axe des États d'Afrique subsaharienne à la France. Cet axe-là orienté, ça veut donc dire qu'il y a entre la France et ces États un lien fort. Et ce lien-là, pour que la France-Afrique cesse, il faudra le défaire. On va voir comment on peut défaire ce lien. On va voir comment. Commençons par voir comment s'exerce cette domination. Sur le plan économique et financier, par exemple, pour découper, délimiter les éléments, les facteurs en question. Alors, vous prenez le schéma que j'avais tout à l'heure, vous effacez ou vous supprimez l'angle, vous avez exactement la même chose. C'est-à-dire vous avez ce qu'on appelle un peu dans le langage mathématique une translation. C'est-à-dire vous avez exactement la même chose, mais vous le déplacez simplement. Donc, vous voyez, c'est le même déplacement. C'est-à-dire que ce sont les conséquences du premier graphique qui se reproduisent sur le deuxième. Et donc là, vous avez le Trésor français qui occupe également la place de la France, comme on a vu tout à l'heure, qui est donc verticale.
Hein, donc il y a une verticalité, donc il y a une domination, et les banques qui sont donc dans l'horizontalité et qui sont donc Vous faites allusion au franc CFA. Au franc CFA, dont les banques centrales qui, je pense que vous avez eu des experts. Le professeur Agboou notamment. Voilà, qui ont parlé beaucoup mieux que je peux le faire de cette dépendance. Et cette dépendance, on la voit effectivement à l'image de ce qu'on a vu sur la politique. Et le franc CFA même, il est antérieur aux indépendances, 1945. C'est pour dire que ce système, il est bien ancré. Alors, sortons un peu de votre graphique. Dites-nous, avec des mots, simplement, comment fonctionne ce système et pourquoi perdure-t-il? C'est un système qui fonctionne, on va dire, avec la complicité des deux acteurs principaux. Les deux acteurs d'ailleurs uniques. Donc, vous avez l'acteur français et vous avez l'autre acteur qui est l'ensemble des États de l'Afrique subsaharienne francophone. Alors, les intérêts français sont l'objectif du système, c'est-à-dire qu'il faut défendre les intérêts de la France à tout prix. Mais en compensation à cette défense des intérêts, les dirigeants et l'élite, parce qu'il n'y a pas que les dirigeants de ces pays, il y a une élite qui, tout à fait, qui accompagne ces dirigeants, qui travaillent à la défense des mêmes intérêts. Et donc, il y a donc une sorte comment dirais-je, de complicité pour que les gens se tiennent. Hein, et c'est comme ça que le système perdure. Donc, vous défendez nos intérêts et vous restez au pouvoir. C'est un petit peu le jeu. Et vous affirmez que ce système est devenu autonome, qu'il échappe aux différents présidents de la République française, par exemple. Oui, tout simplement parce que personne ne peut aller contre les intérêts de son pays. Même si vous, Gabi, vous devenez français et on vous élit, vous êtes élu président de la France, la première chose, la première tâche que vous devez assurer, accomplir, c'est la défense des intérêts. Or, vous avez bien vu dans le schéma... Quels sont ces intérêts? Les intérêts sont de divers ordres. Vous avez les intérêts économiques, qui ne sont pas négligeables. Ce n'est pas ce que le président Sarkozy disait à Dakar. Non, précisez-nous les chiffres. Alors, il faut savoir que le commerce entre la France et les États et l'Afrique en général, c'est presque 17%. Mais ce n'est pas là où la France gagne dans son rapport de la France-Afrique. C'est surtout dans le compte des opérations, et ça je pense que le professeur vous l'a dit ici, il y a un compte des opérations qui est une obligation de type colonial en quelque sorte. C'est-à-dire que vous êtes obligé de verser une partie de vos recettes, de vos devises, sur un compte. Et alors c'est grâce à ce compte, la France peut lever des fonds. La France peut, comme toute aide, comme toute personne, comme tout citoyen qui a de l'argent quelque part, tu peux demander... La France fonctionne comme le banquier de l'Afrique en quelque sorte. En quelque sorte. Donc, puisque le banquier s'enrichit avec notre argent, nous les usagers. C'est exactement ça. C'est que la France peut demander qu'on lui donne un crédit en disant, tiens, vous pouvez me donner 150 milliards d'euros, puisque moi j'ai 20 milliards quelque part. Et voilà, donc c'est d'un très très grand soutien pour le système français. Et la partie militaire de cette affaire, vous le stratège en défense, quels sont les enjeux? Pourquoi des bases françaises en Afrique? Les bases françaises en Afrique sont là pour défendre, le cas échéant, militairement, les intérêts français. Nous revenons toujours à la défense des intérêts. Alors, il faut savoir que ces accords ont été en quelque sorte la contrepartie de l'indépendance. C'est-à-dire qu'on vous donne les indépendants, vous êtes devenu indépendant, sauf que vous nous signez tel papier pour tel accord, vous nous signez ceci et cela. Et pourquoi la présence militaire française en Afrique? Bien sûr, il s'agit de protéger les ressortissants français qui sont là depuis des années, qui ne le comprendraient pas. C'est tout à fait normal. Mais surtout, c'est de montrer que ce pays, cette puissance moyenne, a quand même un terrain où elle peut exercer sa puissance. Vous qualifiez la France de puissance moyenne malgré le fait qu'elle détienne la bombe atomique? La France est une puissance moyenne tout simplement, puisque vous parlez de stratégie. Vous avez donc une hiérarchie dans les puissances. Quand vous entrez dans le club nucléaire des pays qui ont la bombe,
vous n'avez pas autant de têtes nucléaires que les pays que vous avez trouvés. Vous avez deux grands pays, enfin, vous aviez deux grands pays, puis il y en a un qui a été dissous, qui est devenu qui s'est dissous en plusieurs États, mais qui restait quand même autour de la Russie, une grande puissance nucléaire, qui a donc énormément de têtes nucléaires. Il faut savoir que les États-Unis et la Russie peuvent chacune ou chacun détruire plusieurs fois la planète, ce qui n'est pas le cas d'un pays que nous aimons bien, qui est notre pays d'ailleurs, qui est la France, qui peut se défendre très valablement dans un système de stratégie de faible ou fort. C'est-à-dire que j'ai suffisamment d'armes pour détruire au moins une partie de votre territoire, donc ne m'attaquez pas. Donc il y a une question de dissuasion beaucoup plus qu'une question de puissance de feu. Et donc, voilà pourquoi c'est une puissance moyenne. Et donc l'Afrique, c'est son terrain d'expression. Et pourquoi? Ben, vous appelez ça la stratégie de gêner les plus forts? Oui, c'est-à-dire que la France a hérité de son histoire en Afrique. Donc, elle a conquis l'Afrique à partir du XVIIe siècle. Bon, elle ne part pas de l'Afrique tout simplement parce qu'elle estime que ses intérêts sont encore dans ce continent et que personne ne les défendra à sa place. Donc les bases militaires sont pour montrer que, méfiez-vous, nous sommes toujours là. Et si vous voulez faire quoi que ce soit sur ces terrains, et ça, c'est un message qui s'adresse également aux Chinois, aux Indiens, aux pays émergents qui arrivent. Est-ce qu'il y a déjà eu des tentatives, à un moment donné, de lever le pied sur ce système? Chaque président qui arrive nous annonce, on se souvient même le président Mitterrand, tout le monde annonce, oui, on va changer la relation avec l'Afrique, le président Chirac, le président Sarkozy, maintenant le président Hollande, mais il y a toujours les mêmes curseurs. Je pense quand même qu'il faut, à mon avis, dire que le président Mitterrand ne s'est pas engagé autant que le président Sarkozy ou tout récemment le président Hollande. Le président Chirac non plus, même s'il a tenu un discours plutôt sympathique sur cette question bien après qu'il ait quitté le pouvoir. Je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, hein, en commençant, c'est un système. Si vous voulez que ça change, que les engagements des présidents changent, c'est tout le système qui doit changer. Or, pour le changer, il y a des pesanteurs qu'il faut lever. Ils sont d'un poids énorme. Il y a des marqueurs de la persistance de ce système. Vous en relevez 3. Oui. La crise ivoirienne, la mort de Kadhafi et aujourd'hui la Centrafrique. Expliquez-nous pour chacun en quoi il est symptomatique de ce système-là. Alors, je vais commencer par la crise ivoirienne. Nous l'avons tous vécu avec beaucoup de tristesse. Pourquoi? Parce que moi qui suis acteur du cinquantenaire, j'ai eu la chance et l'occasion de rencontrer beaucoup d'anciens ministres français, enfin notamment un que je ne citerai pas, qui nous a souvent reçus et qui nous a, d'une certaine façon, donné et insufflé un certain optimisme sur la relation entre la France et l'Afrique. Et nous croyons vraiment que cette relation allait changer. D'ailleurs, nous avons fait des propositions qui sont dans mon livre. Dans ce livre, il y a des propositions très concrètes que nous avons faites pour qu'on puisse étudier comment on pouvait changer cette relation, qui n'est pas aujourd'hui très, disons, qui n'est pas non plus préférée par la plupart des anciens ministres. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien s'en débarrasser, mais personne ne sait comment le faire en réalité. Donc, sur la crise ivoirienne, j'y viens. Vous avez donc une situation où il y a une élection qui connaît des complications. Alors, on aurait pu penser que, puisque 50 ans sont passés, eh bien, on va laisser les Africains régler les problèmes entre eux. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il se passe que l'ONU est donc utilisée comme... le cheval de Troie. Le cheval de Troie, en quelque sorte. Mais surtout comme l'arbitre d'une élection qui concerne en réalité un pays et des habitants de ce pays. Et au lieu
délaissé les Africains. D'ailleurs, l'Union africaine a essayé d'agir et elle en a été empêchée. Au lieu de laisser... Je vais terminer, Gabriel, pour que les gens comprennent. Non, mais moi, je vous pose déjà la question pour que vous alliez plus loin encore. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans votre propos à relever la dépendance institutionnelle et politique de l'Afrique et en même temps à penser de façon, si c'était le cas, illusoire, que l'Afrique peut régler ce problème-là? Est-ce qu'il ne faut pas d'abord conquérir une indépendance pour espérer pouvoir régler ces problèmes soi-même? Oui, ben, conquérir une indépendance laquelle? Puisque nous sommes indépendants officiellement, légalement, l'ONU nous reconnaît comme le pays indépendant. Quand l'ONU arrive, les pays africains sont indépendants. C'est la confirmation de ce système, le fait que l'ONU arrive. Oui, c'est-à-dire que l'ONU, d'une certaine façon, corrobore ce qui existait déjà. Donc, il y a ces pays qui sont indépendants d'une certaine façon. C'est une forme d'indépendance qui n'est pas achevée. Donc, ça, tout le monde le sait. Donc, je reviens vraiment sur la crise ivoirienne parce que, pour moi, c'est une épreuve France-africaine. Hein. Je l'ai d'ailleurs intitulée ainsi. Donc, on voit que le même président qui nous a donné l'autorisation, qui nous a accompagnés dans la célébration, qui nous a aidés à célébrer le cinquantenaire, c'est celui-là même qui, à un moment donné, franchit le pas de bombarder une capitale africaine. Qu'est-ce que vous attendiez de cette cérémonie? C'était juste une fête? Il n'y avait pas simplement la cérémonie. Je vous dis qu'il y a eu des rencontres, il y a eu des discours. Qui avaient quel objectif? Ces discours montraient qu'il fallait travailler au changement du rapport. C'est des discours qu'on a écoutés, qui ont été répétés, qui ont été même quelquefois enregistrés. Là, nous étions optimistes. Pourquoi ne pas l'être 50 ans après les indépendances? Là, vous étiez dans la négociation, en quelque sorte. Je parle de l'un des temps forts de votre théorie, c'est-à-dire quand vous faites le constat de la dépendance de l'Afrique et de, comment dirais-je, la survivance de ce qui est la France-Afrique, un système que vous décrivez comme gagnant-perdant, mettant en relation un État dominant et 14 États couchés sur les questions économiques, monétaires, institutionnelles, diplomatiques, militaires et tout le reste. Donc, vous étiez en train de négocier, mais vous dites la négociation n'aboutirait jamais dans ce système. Il n'y a que, quand on revoit votre graphique, on va le voir pour que vous alliez au bout de votre démonstration. Oui, alors, donc, le graphique, alors le premier graphique, alors voilà, vous avez donc un arc qui lie ces 14 États à la France. Alors maintenant, vous avez que cet arc est orienté de la gauche vers la droite, c'est comme on veut. Donc, il faut faire le mouvement dans le sens contraire, c'est-à-dire qu'il faut libérer l'arc. Donc, pour éliminer le sens de cette orientation, il faut introduire un arc qui va dans l'autre sens. Et là, on a de façon imagée la suppression de la France-Afrique. Alors, comment le faire? Comment faire pour arriver donc à ce schéma que vous voyez maintenant, c'est-à-dire la France et les États d'Afrique qui vont dans le même sens, vous voyez donc les deux axes qui deviennent parallèles. Eh bien, il y a soit la négociation, ce que j'ai dit tout à l'heure. On a donc vu qu'en parlant, on peut avoir la bonne foi d'un président, mais il suffit d'un événement particulier pour que le revirement vous retombe sur la figure. Alors, comment faire pour arriver à cette figure qui est là, à cette configuration qui est devant nous? Alors, il faut nécessairement... Il y a deux attitudes possibles. Soit on dit qu'on est passif de toute façon. Hein, le désert du Sahara était longtemps, il y a beaucoup d'années, des milliers d'années, apparemment c'était une mer. Aujourd'hui c'est un désert. On peut imaginer qu'avec le temps, eh bien, ces deux axes seront parallèles, tout le monde ira gentiment dans le même sens. Mais la vie nous montre que les choses ne se passent rarement comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ce qu'il faut faire, est-ce qu'on a les moyens de forcer cet alignement, ce parallélisme que je montre ici, soit sur les monnaies, et soit sur les autres secteurs économiques, diplomatiques, militaires, etc. Il y a donc moyen, premièrement, de faire une pression qui part d'une volonté
politique, mais une volonté collective. C'est-à-dire qu'un État ou qu'un chef d'État qui va tout simplement dire « moi je conteste la France-Afrique », n'aura aucune chance. On l'a vu avec Sankara, on vient de voir avec une certaine nuance, on l'a vu avec Gbagbo. Je pense qu'il faut poser le problème de façon collective. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit l'ensemble des États qui posent ce problème pour qu'on puisse le prendre au sérieux. Alors la question que je pose et que je me pose, après avoir vécu la préparation cinquantenaire, comment se fait-il que une association de la diaspora africaine, c'est-à-dire les Africains de la diaspora, peuvent poser une question à l'État français est prêt à répondre, et que des États que cette diaspora représente ne le font et ne l'ont jamais fait. Donc il faut franchir le pas. On a eu suffisamment de sommets France-Afrique pour qu'au moins, à un moment donné, ces États-là disent, écoutez, moi je vais résumer. Cette relation, nos populations n'en veulent pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut poser ces questions-là. Je vais résumer ce que vous dites sur ce point. Vous me direz si vous me corrigerez au besoin. Vous dites toute demande de revenir sur ce système équivaudrait à une déclaration de guerre, littéralement. Parce que la France considère que ses intérêts sont sacrés, comme toutes les grandes puissances occidentales. Et les intérêts en question, ils sont lesquels? Pour résumer en 3 ou 4 points, la monnaie, s'il fallait sortir du CFA, parce que vous faites le constat, comme le professeur Agboou, qu'aucun État ne s'est développé sans sa propre monnaie autonome, et que le système de France-Afrique n'a jamais existé dans l'histoire. C'est-à-dire que la conjugaison... C'est un cas unique et étrange. La domination à la fois monétaire, politique, militaire, ça n'a jamais existé. Absolument. Ou alors dans des temps très très anciens. Donc, cette négociation, en fait, est vouée à l'échec. Et vous arrivez à quelque chose, moi, qui m'interroge. Vous vous interrogiez tout à l'heure sur ces possibilités. Vous dites, en physicien, pour que les deux droites... L'arc de cercle soit libre. C'est-à-dire que cet arc-là contient une certaine énergie, en fait. Voilà. Puisque pour passer des États, le lien qui relie les deux, fait qu'il y a une dépense qu'il faudra compenser à un moment donné. Et cette énergie, vous l'appelez en sociopolitique? C'est la violence. C'est-à-dire que si vous voulez, à un moment donné, il faut se faire violence. Dire que pour se libérer, il faut accepter une confrontation. La confrontation a plusieurs terrains. Vous avez le terrain diplomatique, vous avez le terrain de la négociation, le terrain des affaires. Vous avez le terrain militaire, à mon avis, qui est défavorable pour l'instant à ces États, d'ailleurs, qui n'ont jamais affiché une volonté militaire. On voit chaque fois qu'il y a un problème dans cette zone, il faut que la France intervienne pour régler les conflits. Donc, visiblement, on a affaire à des États globalement désarmés. Hein. Donc, il faudrait peut-être que ces États-là se disent que pour mettre fin à cette monstruosité qu'est la France-Afrique, il faudrait peut-être se préparer, il faudrait peut-être s'équiper, et puis bon, montrer qu'on peut, si la négociation n'aboutit pas, montrer qu'on peut arracher notre indépendance. Vous prenez deux exemples. Il faut qu'elle soit collective. Vous prenez 2 exemples. Le Nigeria, qui est en train de s'équiper. Alors, il y a des pays... Et le Tchad. Il y a des pays qui commencent à montrer, excusez-moi le terme, montrer leurs dents. Vous avez donc un pays comme le Tchad qui a montré lors de la crise malienne qu'elle pouvait s'aventurer sur des terrains que même quelquefois l'armée française a du mal à approcher et ça donne des résultats. D'ailleurs, fort de cela, le président tchadien convoque des assises sur la défense de l'Afrique, etc. Bon. Parce qu'à un moment donné, ce pays-là se sent équipé pour se défendre. Et alors, il ne faut pas négliger cet aspect. Mais quand même, le paradoxe pour le Tchad, on veut se développer. Le paradoxe pour le Tchad, c'est qu'il y a une base militaire française au Tchad. Donc, ils n'ont pas tellement de marge de manœuvre non plus. Non, je pense qu'il faudrait voir ça sous forme d'une coopération. Vous savez, les puissances ont toujours besoin des relais. Le Tchad est beaucoup moins un pays assisté militairement
qu'un pays qui coopère avec la France. Bon, il faut voir les choses de façon objective. La France a eu besoin du Tchad au Mali. En Centrafrique. Elle l'a dit. Aujourd'hui, en Centrafrique, elle a besoin du Tchad. Le Tchad le sait. Et le Tchad, je ne sais pas si je pense que vous êtes au courant, Gabi, que le Tchad a quand même refusé l'envoi des troupes de l'ONU en Centrafrique. C'est quand même une grande première. Tout simplement parce que le Tchad estime qu'il a une force qui lui permet de gérer, de résoudre des conflits de son voisinage immédiat. Mais finalement, vous semblez vous adresser à l'Afrique de demain. Parce que l'Afrique actuelle ne peut pas bouger, puisqu'elle est bénéficiaire de ses intérêts. Pour ce qui concerne ses gouvernants, hein, on s'entend bien. Parce que les peuples sont prisonniers du système France-Afrique. Oui, oui, alors je pense que nous faisons l'histoire. Hein, nous sommes dans l'histoire. Quand on regarde bien, l'histoire de l'Afrique est une histoire qui est... L'Afrique est encore jeune hein, sur le plan de l'histoire internationale. Contemporaine. Donc, voilà, contemporaine et jeune. Donc, je pense que le travail que nous faisons aujourd'hui, je ne suis pas le seul à essayer de réfléchir sur comment sortir de ce piège. C'est un travail que nous faisons pour les générations futures. Mais bon, on ne se dédouane pas, on est toujours là. Ce qu'on peut faire, on le fait. Mais c'est tout ce qui est écrit, tout ce que nous écrivons, tout ce que nous faisons, pour qu'on comprenne où nous en sommes, eh bien, c'est pour que plus tard, quand l'occasion se présentera, il faut savoir que les circonstances sont très, très importantes dans l'histoire. Quand les circonstances sont favorables, il faudra s'en saisir, connaissant les aboutissants et les lieux de toute l'affaire. Voilà. Autre exemple que vous relevez comme symptomatique de cette France-Afrique, c'est la crise libyenne et la mort de Kadhafi. Oui, la mort de Kadhafi, je peux vous dire, et c'est dans mon livre, je raconte cette anecdote, visitant l'Élysée, je me suis trouvé par la personne qui nous conduisait, qui nous montrait ce grand palais qui fait l'histoire de la France et l'histoire de l'Afrique d'ailleurs, où se fait l'histoire de l'Afrique notamment, parce que c'est ça qui nous intéresse surtout. Et je suis entré dans une salle où il y a eu une réunion et on m'a montré le siège où était assis Kadhafi. D'ailleurs, je ne dois pas vous cacher que je suis amusé à m'asseoir également sur ces sièges. Pourquoi? Parce que je pense que Kadhafi a été pour nous le plus africain des Arabes. C'est quelqu'un qui a défendu l'Afrique contre vents et marées. Il y a des travers qu'on peut reprocher à Kadhafi, c'est vrai. Il n'a pas fait de son pays un modèle de démocratie, ou du moins il a fait la démocratie à sa façon, d'une démocratie sans parlement, sans président de la République, mais tout le monde reconnaît qu'il a fait énormément pour moderniser son pays et pour donner le bien-être aux Libyens, qui le regrettent certainement comme nous, parce qu'il ne s'est pas contenté de faire pour son pays, il a fait énormément pour toute l'Afrique et surtout pour sa partie sahélienne. Je pense que rien que pour cela, la mort de Kadhafi pour nous est une grande perte. Je n'oublie pas tous les projets que l'Union africaine avait grâce à Kadhafi, le Fonds monétaire, africain dont le siège devait être dans mon pays, le Cameroun. Il y a beaucoup de choses. Alors, Kadhafi, la mort de Kadhafi, on a vu les conséquences tout de suite. C'est le Mali qui en a souffert rapidement. Kadhafi, si vous aimez l'Afrique, vous ne pouvez pas tuer Kadhafi parce que Kadhafi fait pour l'Afrique. Il travaillait pour l'Afrique. En le tuant, en éliminant, on éliminait peut-être, mais on l'a certainement pensé, un dictateur, mais en même temps, on éliminait un bienfaiteur pour les habitants, pour les populations, certaines populations africaines. Encore une fois, Gabien Barga, je ne suis pas en train de faire l'apologie de la dictature. Je dis simplement que sur le plan des intérêts de l'Afrique, Kadhafi était très important pour nous. C'était pour moi, je le répète, le plus africain des Arabes. Et la Centrafrique aujourd'hui, qu'est-ce qu'il se passe en Centrafrique en rapport avec la France-Afrique? Alors, l'histoire de la Centrafrique,
on l'a raconté, on la connaît de plus en plus. C'est vrai que on peut parler des 50 ans d'indépendance, mais est-ce qu'on peut parler des 50 ans d'indépendance de la Centrafrique? Je ne pense pas. C'est vrai que ce n'est pas le seul pays qui est dans ce cas. D'ailleurs, on remet cette expression en cause pour tous les pays. Mais tout ça, ça a des degrés. En Centrafrique, on a l'impression que l'État n'a jamais été formé. Il n'y a jamais eu d'État réellement. On a eu des successions de gens, des successions de pouvoirs qui n'ont pas permis la formation d'un véritable État. Alors, ce qui se passe dans la Centrafrique aujourd'hui, qui nous interpelle, c'est qu'encore une fois, un conflit éclate au cœur de l'Afrique. Les Africains n'arrivent pas à le résoudre. C'est la France qui prend la place de l'Afrique et qui conforte donc la relation France-africaine que nous critiquons. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous ne sommes pas suffisamment organisés pour résoudre nos conflits, nous aurons toujours cette épée de Damoclès sur la tête. Quelle est la part de responsabilité des Africains eux-mêmes dans toutes ces questions? Pour moi, la responsabilité des Africains est totale. Elle est quasiment totale parce que vous n'allez pas demander à quelqu'un qui défend ses intérêts de défendre les vôtres. Je pense qu'il appartient aux Africains, comme ils le font de plus en plus. Le tableau n'est pas totalement noir. Hein. Quand on regarde même les réactions de certains chefs d'État aujourd'hui, il y en a qui, ma foi, font des choses qui sont plus intéressantes que ce qu'on a vécu il y a quelques années. Donc, c'est à l'Afrique de défendre, c'est aux Africains, à l'élite africaine et les dirigeants africains de défendre l'Afrique. Aucun autre pays ne le fera à sa place, et surtout pas la France, qui a ses intérêts à défendre et qui a à maintenir son rang dans le monde. Mais comment on peut compter sur une élite qui bénéficie de ce système-là? Moi, je compte plutôt sur une élite nouvelle, cette élite qui va venir et qui va trouver certainement d'autres relations, d'autres circonstances. Vous savez, aujourd'hui en Afrique, vous avez la présence des autres acteurs qui n'étaient pas là au début de la France-Afrique. Nous avons la Chine qui est arrivée, il y a l'Inde qui est là, il y a la Russie, le Brésil, la Turquie, il y en a beaucoup. Et ça perturbe le système. C'est ce que j'appelle les perturbateurs utiles du système pour l'Afrique. Hein, donc, à partir du moment où le système est perturbé, il y a des changements. Et au moment de ces changements, on peut profiter pour refixer certains boulons. Comment ce système perturbe-t-il concrètement aujourd'hui, par exemple, la France? Concrètement, lorsque vous signez un marché ou un contrat pour construire, par exemple, je ne sais pas, un ministère ou un stade de foot ou, je ne sais, un hôpital, bon, des contrats que peut-être à l'époque, c'était la France qui les avait, eh bien, vous perturbez le système. Mais est-ce que la France a les moyens de faire tout ce que les autres font aujourd'hui? La réponse, elle est évidente, c'est non. Hein, donc, quand on voit dans quelle situation elle-même se trouve sur le plan économique, je pense qu'elle voit quelquefois ces acteurs-là, malgré elle, continuer à travailler avec les pays en se disant, pourvu que nous ne perdions pas totalement la place que nous avons gagnée il y a quelques années. Est-ce qu'il y a un pays, parmi les 14 pays de ce système-là, qui donne l'impression d'aller dans une direction intéressante aujourd'hui? Je ne pense pas qu'il y ait un pays qui se démarque réellement. Je pense que le système retient encore tout le monde et on peut avoir des velléités. Et on l'a vu avec le cas de Gbagbo, je l'ai dit tout à l'heure, ces velléités-là sont vouées à l'échec. Donc il faut une action collective. Et il faut une concertation avant toute action. Dans l'Afrique anglophone, ils ont pris leur autonomie. Certains. Ils ont pris leur autonomie, mais il faut dire quand même que c'est un système colonial qui est différent du système français. Ils ont été favorisés par le système anglais qui laisse, dès le départ d'ailleurs, l'autonomie culturelle, beaucoup de liberté aux gens de s'exprimer. Et on voit très bien qu'ils n'ont pas de base en Afrique. Ils peuvent s'en passer d'ailleurs sur le plan économique. Je pense aussi que la faiblesse de l'économie française ne lui permet pas non plus d'agir comme l'Angleterre, comme la Grande-Bretagne. Et en France même,
est-ce qu'au sein de la classe politique, il y a des velléités sincères de tel ou tel acteur politique français de revenir sur ce système, ou alors ce sont des slogans de campagne? Alors, je ne dispose pas d'instruments de vérification de la sincérité en matière politique. Je l'aurais utilisé fort volontiers avec les gens que j'ai rencontrés. Mais ce que je puis dire, c'est que j'ai rencontré quand même dans l'élite française, et je vous dis, des anciens ministres dont je ne vais pas citer les noms ici, une volonté de voir les choses changer. Mais les choses ne changeraient pas simplement en faveur de l'Afrique, des pays de l'Afrique francophone. C'est aussi en faveur de la France, qui n'a pas de bonne réputation. Il n'est pas toujours facile d'être français quand l'armée française intervient en Afrique. Donc, il faut changer ce type de rapport. Le rapport, il n'est pas bon, il faut le changer. Vous dites... La France-Afrique, il faut changer la France-Afrique. Vous dites, pour ce qui concerne le gouvernement actuel, la présidence Hollande, que paradoxalement, à tous ces discours, la théorie en vogue aujourd'hui dans le Parti socialiste, c'est que la croissance viendrait peut-être d'Afrique, d'où l'implication de plus en plus forte, d'ailleurs, de la France sous François Hollande en Afrique. Oui, alors moi je pense quand même qu'il n'y a pas de croissance par capillarité. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous occupez un pays qui connaît une croissance que la croissance va remonter, je ne sais, comme quelque chose pour entrer dans votre système ou bien dans votre corps à vous. Je parle de corps économique. Donc, je pense que la gestion ou bien l'action militaire n'est pas de nature à ramener en peu de temps la croissance ou à la faire augmenter. Je pense par contre que des vraies négociations et des faits pour parler, une prise en considération de plusieurs facteurs, et notamment le fait de respecter les pays qui montrent quand même, grâce à cette croissance, qui sont utiles à la France, et de changer les paradigmes, mais même le type de choses avec ces pays-là, de type de rapport, je reviens sur ça, type de rapport, et pourrait permettre effectivement de faire en sorte que, au lieu que les acteurs qui n'appartiennent pas à l'histoire commune profitent de l'Afrique, c'est à la France, à partir de ce changement, de recréer un partenariat gagnant-gagnant, puisque les autres le disent ouvertement quand ils arrivent, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Donc, vous travaillez pour les intérêts français? Je travaille pour les intérêts, disons, pas les intérêts français, puisque je n'ai pas mandat pour travailler pour les intérêts français. Je n'ai non plus d'ailleurs un mandat pour travailler pour des intérêts africains, mais il se trouve que je suis né en Afrique, et en particulier au Cameroun, que bon, c'est mon continent de cœur et d'appartenance. Donc, c'est les intérêts de l'Afrique d'abord qui passent, et les intérêts de la France également, un pays qui m'a accueilli, où j'ai été formé, où j'ai fait ma famille, où tout le monde vit. Je crois que si la France se porte bien, je me portais également comme la France. Vous, en disant cela, est-ce que vous n'avez pas peur d'être en contradiction finalement avec un discours qui prône de se dresser contre la France et en même temps d'être ambigu sur la question des intérêts? Non, vraiment, je ne me dresse pas contre la France. Parce qu'eux, ils ne sont pas ambigus. Ah non, ils ne sont pas ambigus, ce sont des puissances. Une puissance insolente. Quand vous avez la force, vous ne négociez pas avec les faibles. C'est pour ça que j'appelle au renforcement des capacités africaines. Si la capacité France, militaire. Militaire, éventuellement, puisque tout passe par le militaire. Il ne faut pas se raconter des histoires. Si vous n'avez pas la capacité de riposter à une attaque, eh bien, la personne qui est en face de vous vous méprise, il vous néglige, il ne négocie pas avec vous. Donc, je pense que là, il faut arriver à ce qu'on prenne l'Afrique au sérieux, ne serait-ce que par sa capacité à s'équiper, à former ses soldats, à former ses citoyens à d'éventuels conflits. On ne peut pas rester un continent où chaque intervention vient de l'intérieur, on n'a rien à dire, on constate et puis on continue. Voilà.
Il nous reste 5 minutes d'émission. Vous avez survolé rapidement la question du rayonnement culturel. Il y a un exemple qui m'a frappé dans votre livre. Vous parlez de ce jeune Africain de 25 ans qui est doctorant en sociologie et qui vous dit qu'est-ce qu'il faut faire pour les enfants qui ne parlent pas leur langue maternelle comme moi. Quelle est la place du rayonnement culturel dans le système France-Afrique? Ben justement, alors la France-Afrique est tellement bien ancrée chez nous qu'elle est culturelle et qu'elle elle est d'ailleurs véhiculée par la langue française. Je parle français avec vous et nous nous exprimons sur la France-Afrique en français. C'est un avantage considérable pour la France. Encore faut-il que la France le reconnaisse et qu'ils disent que ces gens-là ne sont pas si éloignés de nous. Nous parlons la même langue. Donc, il faut absolument que pour que l'Afrique change, pour que nos pays, les 14 États dont il est question dans notre débat, enfin dans notre discussion, dans notre causerie, pour que ces pays-là vraiment reprennent une place aux yeux des Français, il ne s'agit pas d'essayer de débarrasser de la culture française. Ça, nous en aurons toujours besoin, ne serait-ce que parce que dans le monde, il y a des langues majeures, il y a des langues officielles qui sont connues. Il y a l'anglais, il y a le français, il y en a d'autres. Mais en même temps, il faut que nous nous réapproprions notre culture et nos langues, ce qui n'est pas le cas. Et c'est pour ça que j'ai, dans mon livre, évoqué cette partie de l'effacement, quelquefois, de notre culture. Et ce jeune homme et ce doctorant qui me dit qu'il ne parle pas sa langue. Vous vous rendez compte, un gars de 25 ans, journaliste et doctorant, je crois, dans une école de la place, qui ne parle pas sa langue, qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Donc, il faudrait que le minimum, c'est qu'on nous parle, que les parents en Afrique parlent leur langue à leurs enfants. Il a encore temps de garder ces langues, parce que les langues peuvent disparaître. Sachant que maintenant, il y a une génération qui ne parle pas, donc qui ne transmettra pas. Peut-être que la solution est au niveau de l'éducation nationale. La solution, c'est l'éducation nationale. Ça, je l'ai dit d'ailleurs, j'avais répondu à ce d'un doctorant, qu'il fallait se tourner vers l'éducation nationale, que moi, de mon côté, avec le peu de moyens que j'avais, je vais m'adresser à la personne qu'il faut pour que peut-être on introduise. Et je pense d'ailleurs, je dois vous le dire, Gabriel, que c'est en cours. Je pense qu'il y a aujourd'hui au Cameroun, à l'université de Yaoundé, je pense qu'il y a... Il y a un embryon de quelque chose. Un embryon, voilà. Mais ça ne suffit pas. Il faut que ça descende. Il faut que ça descende à l'école primaire, au collège. Et puis, bon, je pense qu'il ne faut pas oublier la langue, c'est très important. C'est le véhicule de la culture. Comment votre livre est accueilli dans les milieux français que vous connaissez? C'est de l'intérieur, dans les cercles de décision même. Mes amis n'ont pas encore lu ce livre, mais il contient, à mon avis, des bonnes propositions pour que la relation entre l'Afrique et la France soit la meilleure possible, pour que nous ayons une coexistence dans le monde, qui d'ailleurs, nous avons une histoire commune avec le français, que la France et cette Afrique-là marchent de pair, mais qu'il n'y ait pas d'orthogonalité. Moi, c'est cette orthogonalité que je combats. Il ne faut pas que nous soyons opposés, il faut que nous allions tous dans le même sens. Donc, il faut changer la France-Afrique. Est-ce qu'on peut défendre les intérêts africains en étant en France, dans le système France-africain? Oui, absolument. Je pense que ce n'est pas antinomique. On peut très bien défendre les intérêts africains en étant dans le... C'est valable pour moi aussi. Hein. Dans le système français, mais je vous donne un exemple. Les immigrés africains qui travaillent en France, ils envoient bien des fonds, de l'argent en Afrique pour soutenir leurs familles, certains même pour soutenir des projets et même parfois pour ouvrir des entreprises, pour créer des entreprises en Afrique. Donc, les deux sont tout à fait possibles. Et dans mon cas, je l'avoue, je le dis, je n'ai aucune espèce de haine, de rancœur vis-à-vis d'un pays qui m'a accueilli, qui m'a d'une façon donné beaucoup de possibilités pour être ce que je suis. Mais en même temps, je souffre qu'il y ait cette France-Afrique, c'est ce monstre qu'il faut absolument abattre. Est-ce que la fuite des cerveaux fait partie de la France-Afrique, Simon Tenga? Je pense qu'il ne faut pas être manichéen dans cette affaire. Il y a des choix individuels, il y a des choix
qui ne sont pas des vrais choix parce qu'on est, on est obligé par la configuration. C'est vrai que la France-Afrique peut produire effectivement la fuite des cerveaux si dans cette relation on empêche les États de progresser, de créer eux-mêmes leurs propres moyens sur place. La fuite des capitaux. La fuite des capitaux et toutes les fuites d'ailleurs, hein, la fuite des cultures qui sont menacées, des personnes également qui sont obligées pour exercer leur talent d'aller plus loin, de quitter leur pays et d'aller la plupart du temps en France. Je vais vous laisser 30 secondes, 45 secondes pour conclure. Dites aux Africains ce que vous avez compris de tout ce que vous avez étudié de l'intérieur et ce que vous espérez avant que je leur dise au revoir. C'est très simple. La France-Afrique, c'est le problème qui fait que les États africains ne progressent pas. L'émergence ne se fera pas avec la France-Afrique. Il faut donc revoir cette relation qui est mauvaise. Ce n'est pas l'affaire d'une génération, c'est l'affaire de plusieurs générations. Je le dis pour que les gens le sachent, nous n'allons pas être émergents avec la France-Afrique. Merci. Est-ce que votre conclusion est pessimiste ou optimiste? Votre conclusion est scientifique, elle est rationnelle, elle est pragmatique. Comme vous-même, vous avez étudié de l'intérieur, le physicien que vous êtes, vous nous avez montré des graphiques. Pour que les deux droites se rejoignent, il faut une dynamique au milieu que vous appelez énergie, que vous appelez violence. Alors maintenant, est-ce que cette violence, c'est simplement faire le feu? C'est peut-être la violence aussi dans les habitudes. La violence au plan diplomatique, savoir dire non. Pour une fois, la violence peut-être au plan culturel, se secouer pour que les programmes qui nous concernent soient édictés par nous-mêmes. Ce sont toutes ces violences, entre guillemets, qui signifient simplement des changements. Sortir des habitudes pour que vienne ce changement et finalement que cette émergence tant prônée soit une réalité dans l'Afrique qui vient. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur l'Afrique, ses acteurs d'hier et de demain. Bonsoir.